Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très émue et très honorée d'accueillir Muriel Pénicaud. Bonjour Muriel. Bonjour Cécile. Alors Muriel, on ne vous présente plus, tout le monde vous connaît. Vous avez été pendant 3 ans notre ministre du Travail. Vous avez été DGA de Dassault Systèmes, DG DRH de Danone, DG de Business France. Business France est une organisation qui promeut la France à l'étranger. Et puis aujourd'hui, vous siégez dans de très grandes entreprises, à la fois donc chez Manpower, tout le monde connaît, mais aussi chez Galileo. Et vous êtes surtout aussi, eh bien, je crois, vous participez à un fonds de dotation pour des entreprises et là. Mais je vous laisse vous présenter en quelques mots, puisque ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir quel est votre secret. Vous avez travaillé dans le privé, vous avez travaillé dans le public, avec autant de passion, d'animation et bien sûr de professionnalisme, d'efficacité. Quel est votre secret? Quel est votre talent? Alors, je ne sais pas si c'est un secret ou un talent, mais il y a deux choses qui ont toujours été importantes pour moi. La première, c'est que, en fait, je n'ai jamais voulu faire une carrière, mais je n'ai voulu faire que ce qui avait du sens pour moi. Et ça m'a amené du secteur associatif vers le secteur public, vers le secteur privé, vers le secteur public, vers le secteur privé aujourd'hui, parce que je crois que je cherche toujours, avec plein d'autres gens, à voir comment on peut concilier la performance économique, la performance sociale, l'intérêt général et vraiment voilà, l'efficacité. Aujourd'hui, je rajouterai la transition écologique. Donc, moi, cette obsession que j'ai depuis toujours de faire relier ce que certains voient en opposition, certains voient en convergence, et dont je suis intimement persuadée, encore plus avec toute mon expérience, que sur le long terme, le social, l'économique et l'écologique se rejoignent. Donc ça donne de la force parce que ça vous donne un fil rouge qui, si j'ose dire, ne dépend pas de là où vous travaillez, qui dépend de vous-même. Et après, on essaie de le faire vivre où on est. La deuxième chose, c'est que j'ai une immense curiosité et comme je prends l'hypothèse qu'on n'a peut-être qu'une vie, j'ai pas envie d'être enfermée dans un univers quel qu'il soit. J'ai besoin d'aller voir au-delà des murs, au-delà des frontières tout le temps. C'est vrai de ma passion pour l'international ou pour la photographie, et c'est vrai dans ma vie professionnelle. Donc, je crois qu'à chaque fois qu'il y a, voilà, je prends un angle différent, je me dis, petit à petit, je construis une vue à 360 degrés, et c'est jamais fini. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime aussi. La passion, la curiosité pour les gens, pour les situations, pour comprendre le monde. Et ça, c'est deux choses qui m'ont animée. Et du coup, l'ambition est née de faire vivre les deux et de pouvoir impacter, influencer la société, aussi bien dans le secteur public que privé. Donc, c'est ça qui m'anime. C'est pas un secret. Le secret, si je voulais donner un conseil, quand je donne des conseils, on m'en demande souvent, notamment des jeunes, je leur dis, mais voilà, petit à petit, trouvez ce qui est important pour vous. Et là, bâtissez tout là-dessus. C'est ça qui compte. Alors, ce qui est incroyable, c'est que au-delà de votre conviction, vous avez été dans l'action. Et vous avez écrit un magnifique ouvrage, vraiment que je recommande, qui s'appelle Pousser les murs, et qui montre qu'en fait, pour vous, apprendre, c'est être libre. Et pour vous, l'éducation, la formation, c'est la clé de chacun pour rester employable, c'est ce que vous expliquez. Et vous avez surtout donné les moyens à chacun de rester employable avec toutes les actions que vous avez faites. Vous êtes à l'initiative du CPF, le compte professionnel de formation, tout le monde doit connaître puisque nous avons une application et chacun peut en bénéficier quand il travaille. Vous avez été à l'initiative de cette merveilleuse, extraordinaire, en fait, poussée en avant, qui est l'apprentissage en France, puisque vous avez donné la possibilité aux entreprises de créer des CFA pour aller vers des métiers qui n'existent pas dans l'éducation nationale, et donc de créer ce joint entre les besoins et les compétences. Et puis, vous avez, à la fois pendant le Covid et à la fois avant, créé en fait des dispositifs législatifs pour pouvoir permettre à chacun que le travail puisse continuer à se faire et l'apprendre. Pour vous, en fait, si on se projette un peu, apprendre demain, dans 15 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire être tout le temps dans la réalité virtuelle, dans le métaverse, être en fait plugué avec son téléphone dans le numérique, au contraire revenir vers des agoras de présentiel qui vous influencent et en même temps vous inspirent. C'est quoi l'apprendre dans 15 ans? Alors, je dirais même dès aujourd'hui, je pense qu'il faut, notamment en France, qu'on change de logiciel
et qu'on ne pense pas qu'on apprend puis on fait. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. On fait pour apprendre, souvent, et il y a une interaction entre les deux. C'est pour ça que j'ai fait cette réforme de l'apprentissage. Moi, je croyais très fort à l'apprentissage. J'étais persuadée qu'on pouvait le réussir en France alors que ça stagnait depuis 70 ans. Et on l'a fait avec les partenaires sociaux, les régions, les entreprises, les organismes de formation, les CFA, les jeunes. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis en place mon cours de formation, le CPF, avec l'idée qu'il y a une rationalité économique, j'y reviens, mais il y a aussi un désir humain en permanence de progresser, apprendre, découvrir, et qu'une des plus grandes inégalités, c'est l'inégalité des chances d'apprendre, parce que c'est celle qui détermine toutes les autres, et qu'on n'est pas bon là-dessus, même dans les pays développés, puisque en France, il faut aujourd'hui 6 générations pour passer de l'extrême pauvreté à la pauvreté au salaire médian. Donc, ce n'est pas simplement un problème de redistribution, c'est un problème d'égalité des chances au sens le plus entier du terme. Et donc, l'éducation et la formation, mais pas forcément au sens classique uniquement, c'est un levier d'émancipation sociale. Et puis, il y a une raison plus rationnelle économiquement, c'est que il y a 30 ans, on estimait qu'une compétence technique qu'on pouvait apprendre en formation initiale avait une durée de vie de 20 à 30 ans. Donc, il fallait bien se perfectionner dans la vie, mais ça durait 20 à 30 ans. Aujourd'hui, l'estimation qu'on fait, c'est qu'une compétence technique a une durée de validité de 2 ans. Donc, il va falloir changer complètement le rapport au travail et à l'éducation. Je suis très frappée de voir, quand on a lancé le CPF, on a été 2 pays au monde à avoir la même idée en même temps, de l'empowerment, de rendre chacun capable de se développer et vers les moyens de se développer, de se former toute la vie. C'est la France et Singapour. Et encore aujourd'hui, c'est les 2 pays les plus en avance. On est très regardés pour ça. La Commission européenne voudrait créer un CPF, les États-Unis, le Japon, beaucoup de pays sont intéressés. Mais ce qui est intéressant, c'est que Singapour, le gouvernement de Singapour, a annoncé il y a quelques semaines qu'ils estimaient aujourd'hui que compte tenu de l'évolution des compétences, aujourd'hui, tout salarié, tout indépendant, tout travailleur devrait consacrer 120 jours de formation par an. Alors, je ne dis pas que ça sera 120 jours parce qu'on a 1000 moyens de se former qui ne se comptent pas en jours, mais ça dit l'importance. Donc déjà, je crois que le travail, pas dans 15 ans, dans 5 ans, en 2030, la moitié des jobs de 2030 n'existent pas sous leur forme actuelle aujourd'hui. Donc, se former, agir, apprendre, agir, apprendre, agir, apprendre pour agir, agir pour apprendre, ça va être une symbiose. Ça, c'est une très grosse révolution. Deuxièmement, ce qui a déjà changé, c'est le rapport au travail. Alors, chez les jeunes, c'est encore plus manifeste, la recherche de sens, de meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, de plus d'autonomie, de coopération, de bienveillance. En gros, le management brutal, top-down, pour un but contre vidéo et en faisant de la réunionnite, ça ne marche plus. Mais quand vous regardez, ce n'est pas que les jeunes. Les cadres l'expriment aussi, et ceux qui sont en première ligne, ils aimeraient bien pouvoir l'exprimer plus. Donc, je pense que de toute façon, le rapport au travail change, et ce qui veut dire qu'on ne va plus recruter de la même façon, former de la même façon, travailler autrement. Alors oui, le travail hybride, bien sûr, ce n'est pas tous les emplois, mais c'est qu'une des parties, je dirais, du changement. Je pense que de façon générale, la place du travail et la place de la formation, qui vont être beaucoup plus liées, commencent déjà à changer, et ça n'attendra pas 15 ans. Vous avez souligné en introduction un point qui me semble vraiment important, qui est l'apprendre mes 6 générations. Il y a des pays où existe l'école des parents. Est-ce que vous ne pensez pas que l'éducation et l'apprendre est un état d'esprit au-delà du contenu et qu'en fait, l'école des parents pourrait être aussi une façon de donner à toutes les familles quelques repères, quelques pratiques, quelques astuces pour qu'en fait, apprendre devienne une façon de vivre? Alors, je pense qu'en France, le problème, c'est quand on dit école, on a un schéma top-down en tête. Ah. Parce qu'on a un des systèmes avec la Chine les plus top-down dans l'éducation. Je pense que la voie n'est pas là. D'ailleurs, la France a des mauvais scores en benchmark mondial sur la formation, parce que ce modèle-là, qui pouvait aller avec des critiques, mais qui pouvait marcher quand dans un système stable, ne marche plus du tout dans un système dynamique où le apprendre à apprendre et la curiosité, le travail d'équipe, la coopération, les soft skills sont de toute évidence, c'est reconnu par l'OCDE, par les Nations Unies, par l'ensemble des organismes multilatéraux qui étudient les systèmes d'éducation, disent que ça, c'est aussi important
que la transmission et la manière d'agir. Donc, par exemple, le meilleur système éducatif au monde, reconnu par PISA et par autres, c'est la Finlande. La Finlande, les enfants jusqu'à 7 ans, ils n'ont pas de contenu scolaire. Pourquoi? Parce que c'est l'âge où se fabriquent, maintenant on le sait avec les sciences cognitives, toutes les collections neuronales, affectives, sociétales, etc. Donc c'est jouer est la meilleure, la plus importante d'apprendre dans la vie. Et jouer encore plus qu'en enfant, toute la vie, mais jouer et apprendre à jouer à plusieurs, à coopérer, à imaginer, à créer, c'est ce qui va créer le potentiel à la fois intellectuel, émotionnel et social de demain. Donc, quand on dit l'école, des parents, des adultes et tout ce qu'on veut, je dis oui, mais il faut s'entendre sur le mot école. Et le mot école, je pense qu'il faut c'est un très beau mot, mais en France, il faut vraiment lui redonner un contenu complètement différent. Sur l'apprentissage, d'une certaine façon, c'est déjà ça. Moi, pour lancer la réforme de l'apprentissage, pour qu'on puisse imaginer collectivement que ça soit possible alors qu'on n'avait jamais réussi, eh bien, j'ai emmené les partenaires sociaux, les régions, en Suisse. Le modèle est encore plus perfectionné que l'Allemagne. Et quand ils ont vu que 65% des enfants, des jeunes en Suisse passent par l'apprentissage, 65%, il y a plein de dirigeants qui sont passés par l'apprentissage, ça fait bouger les neurones, ça fait bouger le logiciel. Donc voilà, il faut vraiment regarder autrement ça. C'est une formidable opportunité, à la fois parce qu'on a besoin de ces soft skills, parce que l'intelligence artificielle peut aider, parce qu'elle peut permettre de démocratiser, notamment en Afrique, dans les pays en développement, la formation. On a beaucoup de potentiel, mais ce ne sera pas une douce évolution, ça sera vraiment une imagination de quelque chose de différent. Dans votre ouvrage, la dernière partie est consacrée aux jeunes. Et vous plébiscitez, en fait, je vous cite, une initiative de la société physique partout dans les territoires, en France et en Europe, des états généraux de la jeunesse. Et vous avez même fait une tribune dans la presse, et il y a même un hashtag, pour ceux qui s'intéressent, qui s'appelle « Avenir des jeunes ». Alors ces jeunes, aujourd'hui, en fait, ils nous questionnent, ils font leur révolution, qu'elle soit écologique, qu'elle soit sur le sens, vous l'avez dit, et en même temps, on voit beaucoup de jeunes qui ont des problèmes liés à la santé mentale parce qu'ils sont un peu décontenancés face à toutes les incertitudes et les paradoxes de ce nouveau monde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ou envie de faire avec cette jeunesse qui est notre futur, puisque c'est le titre de votre dernière partie? Alors, quand j'ai lancé cette idée de tribune, mon idée, c'était bien une dynamique collective. Et j'ai fait en plein, au moment Covid, quand j'ai quitté le gouvernement, que j'étais ambassadrice auprès de l'OCDE, donc il y a 2 ans, où on voyait quand même le risque d'une génération sacrifiée, et notamment matériellement, on n'a pas trop mal assuré, notamment en France. On a très bien assuré pour les salariés, on a quand même soutenu les jeunes, même s'il y en a beaucoup ont eu des difficultés financières. Mais alors, sur le plan psychologique, il y a eu vraiment beaucoup de dégâts chez les jeunes et chez les enfants, puisque tous les pédopsychiatres nous montrent aussi. Sur la jeunesse, il y a eu beaucoup de dimensions sur la santé mentale. Et donc, on a lancé cette tribune. En une semaine, on a été 150 signataires. Alors, des artistes, des sportifs, des chefs d'entreprise, toutes sortes de gens de la société civile. Et là, je me suis dit, donc c'est qu'on observe, c'est qu'on voit la même chose. Et donc, aujourd'hui, j'entends parfois des gens qui disent « Ah, mais les jeunes, ils ne s'engagent plus, ils veulent pas dans le travail et tout. » Non, 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 ils s'engagent autrement. Sur les sujets écologiques, les sujets de solidarité, dans le voisinage, de proximité, pas toujours dans une association, ou plutôt en mode informel, mais ils sont exigeants, ils sont engagés. Et donc, la question, c'est que c'est pas simplement pour les jeunes, c'est avec les jeunes ou par les jeunes. Comment on leur donne les moyens de contribuer avec les générations d'avant, mais de contribuer à façonner cette société. Sinon, ils vont en être soit en sentiment de rejet, soit écœurés. Et dans les 2 cas, c'est la passe pour tout le monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des sujets importants, c'est comment on permet à tous les jeunes, quel que soit leur niveau d'études, leur milieu social, rural, urbain, etc., parce qu'il y a des grosses différences, d'avoir leur futur en main. Donc, il y a l'éducation, l'apprentissage, l'accès au travail, qui est une chose, mais il y a de façon plus générale comment ils peuvent peser dans la société pour faire des transformations existantes. Et donc, je pense qu'on n'a pas fini collectivement de prendre des initiatives là-dessus pour permettre à plus de jeunes que leur voix compte, que leur voix impacte. Et pour moi, c'est une formidable source d'espoir, en fait.
Un immense merci Muriel pour ce magnifique témoignage. Donc on retiendra au moins 3 idées, mais il y en a tellement dans tout ce que vous avez dit, c'est simplement pour focaliser sur une synthèse. La première idée, eh bien la première idée, c'est le secret que vous nous avez donné, le secret sur faites quelque chose qui a du sens pour vous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre thématique. C'est très important parce que c'est cette petite flamme qui vous animera tout au long de votre vie et il faut suivre son Geppetto, il faut suivre le sens qu'on donne à sa vie, on n'en a qu'une. En fait, c'est comme vous le dites peut-être qu'on en a plusieurs, mais en tout cas, on est sûr qu'on en a une. La deuxième idée, c'est une idée très importante. C'est celle d'apprendre tout le temps, partout, avec tout le monde, puisqu'en fait, les compétences, elles sont sans cesse renouvelées et c'est important de se donner le temps pour pouvoir apprendre et non pas d'être tout le temps dans l'exécution parce que le temps qu'on se donne pour apprendre, on le trouvera sur du long terme. Et la troisième idée, c'est donnons bien, un avenir aux jeunes, donnons-leur la parole, co-construisons parce que les jeunes ont des idées extraordinaires sur l'innovation, ils perçoivent, ils sentent et c'est notre futur. Et en fait, vous expliquez qu'en fait, tous ces jeunes, même s'ils sont dans des logiques d'apprentissage ou dans des logiques peut-être de questionnement, on a besoin, on a une responsabilité sociale vis-à-vis de notre jeunesse qu'on doit en tout cas porter pour qu'elle puisse émerger et ensuite nous driver et nous montrer les voies du futur. En tout cas, merci et on va bien entendu lire votre livre une deuxième fois parce que c'est très facile, c'est passionnant et c'est surtout tellement vrai, tellement d'actualité. Je le recommande à tous nos mookers et tous nos abonnés. Merci Muriel. Cécile, je voudrais rajouter un petit mot, oui, si vous me permettez, avec un message spécial pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Ah. Osez tout. C'est le moment. Moi, je fais partie des générations qui sont battues pour qu'on soit dans les COMEX, les conseils d'administration, etc. Ça continue, c'est jamais acquis. Moi, quand je suis entrée en fac, c'est l'année où Gisèle Halimi se battait, c'était le sujet de l'avortement. Donc, je viens de ces générations-là. C'est pas fini. Mais maintenant, il y a des portes ouvertes, plus ouvertes. Alors, renoncez à rien, refusez de choisir entre ce que vous voulez faire sur le plan personnel et professionnel, osez être vous-même, allez vers les métiers scientifiques, ne vous faites pas de barrières. Voilà, on a besoin des jeunes, on a besoin des femmes, c'est pas simplement pour vous, c'est la société a besoin de vous. Très beau mot de la fin. Donc, mes jeunes filles, les jeunes filles, eh bien, écoutez bien ce que dit Muriel, tout est possible. Merci.